Bienvenue dans la petite histoire, édition 2019. Je vous souhaite à tous une excellente année sur TV Liberté. Qu'est-ce qui change? Pas grand-chose, on garde les acquis, puisque quand on est conservateur, on conserve. L'émission continue en 2019 avec quelques améliorations. Un petit relooking, pas de moi, de l'émission, moi je suis déjà très beau. Mais surtout, je vais, en plus de l'histoire de France brute, l'histoire de France générale, bien évidemment, que je continue, je vais m'attaquer également à des sujets plus récents, plus contemporains, dont le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un vaste scandale politico-médical qui a éclaté au début des années 90, l'affaire du sang contaminé qui implique les politiques, les laboratoires, les ministres, pour une sinistre affaire où du sang porteur du sida, contaminé par le sida, a été distribué sciemment à des patients. Qu'est-ce que l'affaire du sang contaminé? Pour bien la comprendre, il faut tout d'abord parler du virus du sida, de son apparition et de son identification, qui n'a pas lieu au même moment. Les premiers cas de sida apparaissent sur la côte ouest des États-Unis en 1981, mais au départ, on ne sait pas ce que c'est. Il faut attendre les travaux du professeur Luc Montagnier en 1983, puis ceux de Robert Gallo en 1984, pour que l'on identifie un rétrovirus qu'on nomme LAV, et que ensuite on découvre des anticorps spécifiques chez les patients atteints du sida. Mais ce n'est pas tout, puisque ce n'est qu'en 1985 qu'on remarque que les personnes séropositives, c'est-à-dire les personnes qui sont porteuses du virus sans que celui-ci ne se développe, en gros, on découvre que les personnes séropositives peuvent également transmettre le virus, puisqu'à la base on pensait peut-être que le sida se comportait un peu comme les hépatites et qu'il existait des porteurs sains. Sauf que non. Nous sommes alors en mai 1985 et à ce moment-là, en France, on compte 350 personnes environ qui ont développé le virus du sida. Mais bien sûr, le nombre de séropositifs est inconnu. Il va donc falloir un test pour les dépister, les détecter, premièrement, pour mieux les soigner, mais surtout pour éviter que celles-ci ne donnent leur sang, parce que, je vais pas vous faire un dessin. Et c'est là, dans ce terreau, que l'affaire du sang contaminé va éclore, puisque d'un côté, on a les recherches et les découvertes sur le tout nouveau virus du sida, et de l'autre, on a la réaction des autorités sanitaires et publiques, et vous allez voir, ces dernières ne se sont pas montrées d'une grande réactivité, justement, et tout ça à cause d'une question d'argent, comme souvent. Et puis, il y a pire aussi, mais on va y venir. Le 20 juin 1983, Jacques Roux, qui est directeur général de la santé à ce moment-là, publie une circulaire où, dans le doute, il suggère d'écarter les personnes potentiellement à risque des dons de sang. Les personnes à risque, c'est-à-dire les homosexuels, les drogués, les hémophiles, etc. Les personnes qui sont le plus souvent atteintes par le virus du sida. Sauf que cette circulaire de Jacques Roux, elle est juste informative. Il n'y a absolument rien qui est ordonné. C'est juste une recommandation sans obligation. Et évidemment, elle n'est pas appliquée. Pour vous prouver à quel point cette circulaire n'a aucune consistance et qu'elle est absolument pas appliquée et que c'est juste des recommandations, quoi. Eh bien, quelques mois plus tard, le 13 janvier 1984, Myriam Ezrati, qui est alors directrice générale de l'administration pénitentiaire, puisque les prisonniers donnent leur sang, elle ordonne au directeur de prison d'augmenter la fréquence des prélèvements de sang des détenus. Alors que le sida commence à se développer, qu'il y a déjà des risques, on ordonne d'augmenter comme ça les prélèvements dans les prisons. Ah oui, c'est sûr, c'est pas comme si en prison, il n'y avait pas de sujet à risque, il n'y a pas du tout de drogués, il n'y a pas du tout d'homosexuels. Enfin, il l'était peut-être pas en rentrant, mais bref. Belle décision, Myriam. Mais cette décision n'est absolument pas isolée à l'époque, elle est à l'image du comportement des autorités publiques sanitaires qui préfèrent continuer à faire tourner la machine à fric en se foutant totalement des recommandations. Fin 1984, on découvre que le fait de chauffer le sang, enfin une partie du plasma, pas le sang entier, qu'on découvre que le fait de chauffer le sang, en gros, permet d'inactiver
le virus. Donc ça veut dire qu'on peut donner du sang chauffé aux hémophiles, hein, et sans aucun risque apparent. Sauf que le sang n'est pas totalement chauffé à l'époque, hein, le sang qui est donné par les banques de sang n'est pas totalement chauffé, on le chauffait déjà par rapport aux hépatites B et C, mais il n'est pas totalement chauffé et la France n'a pas les capacités sur le moment de chauffer tout le sang. En plus, la France refuse d'importer du sang étranger pour plusieurs raisons, donc il y a des bonnes raisons, des raisons éthiques. Par exemple, on refuse de prendre le sang des États-Unis puisque le sang qui provient des États-Unis peut être issu de pays pauvres où le don de sang est un commerce, hein, et éthiquement la France refuse parce que en France c'est sur la base du bénévolat. Donc pour des raisons éthiques mais aussi pour des raisons financières, pour conserver le monopole du Centre national de la transfusion sanguine, pour éviter les fuites de devises à l'étranger, etc., etc. Donc tranquillement, sereinement, on continue à distribuer du sang non chauffé, et ce jusqu'en 1985. Faut dire que du sang non chauffé, on en a encore pas mal en stock, hein. On en a pour 34 millions de francs en stock. Ce serait quand même dommage de se passer de 34 millions de francs, non? Alors certes, au début, on ne le distribue qu'aux hémophiles qui ont déjà le sida, hein. Sauf que les hémophiles, c'est une pratique courante chez les hémophiles que d'échanger leurs produits, et donc la contamination va gagner par ce moyen-là. Et puis, le 1er octobre 1985, on dérembourse enfin les produits non chauffés. Mais on n'interdit pas leur circulation, et surtout, on n'effectue aucun rappel des produits déjà en stock. Et ces produits déjà en stock, eh ben, il va bien falloir en faire quelque chose, hein, mais ça on va y venir après. Quant au dépistage systématique des donneurs, qui était la première mesure à prendre, dépister pour savoir si on n'a pas le sida avant de donner le sang, puisqu'ensuite le sang est mélangé, eh bien le dépistage systématique des donneurs n'a été décidé par le Premier ministre de l'époque, Laurent Fabius, que le 1er août 1985. Autant vous dire qu'à ce moment-là, beaucoup de gens avaient déjà été contaminés. Pourquoi cette décision intervient-elle si tardivement? Bah franchement, pour des histoires de gros sous, non? Qu'est-ce que vous croyez d'autre? Des magouilles, des carabistouilles, j'aime bien ce mot, entre labos et politiciens. Parce qu'au moment où ça devient évident qu'il faut faire un dépistage systématique, les labos ne sont pas encore en mesure de fournir une quantité suffisante de tests. Laurent Fabius apprend par son conseiller le 29 avril 1985, donc bien avant la mise en place du dépistage systématique, que l'Institut Pasteur serait en mesure de prendre une large part du marché français, à condition que soit mis en place, je cite, une gestion astucieuse du calendrier. Gestion astucieuse du calendrier. Je vous rappelle qu'on parle de vie humaine, là, au cas où vous auriez oublié. Alors, on attend que l'Institut Pasteur soit prêt à donner ses tests, alors que d'autres instituts, étrangers certes, pouvaient peut-être faire le boulot en attendant. Mais non, on attend. Et qu'on nous dise pas que c'était un acte patriote de Laurent Fabius, hein, patriote bien connu, afin d'éviter le monopole du laboratoire américain Abbott. Car certes, le laboratoire américain Abbott a fait beaucoup de lobbying pour avoir ce monopole, alors que son test était de mauvaise qualité, mais au final, il s'est quand même accaparé 50% du marché français. Alors bon. Bilan, un hémophile sur 2 en France a été contaminé par le virus du sida, soit 2000 personnes, et près de 300 personnes ont perdu la vie en France. Bien évidemment, il y en a plein qu'on s'est hâté d'indemniser, et puis on leur faisait signer des trucs, hein. Si vous touchez l'argent, vous pouvez plus nous poursuivre. Alors me direz-vous, avec un tel scandale, des têtes ont dû tomber, avec des condamnations exemplaires? Non. L'affaire commence à être médiatisée seulement au début des années 90, grâce à la journaliste Anne-Marie Castanet. S'en est suivi un procès, enfin plutôt 3 procès. Premièrement, le procès des médecins, oui, comme à Nuremberg. 4 médecins en 92-93 sont jugés. Jean-Pierre Alain, qui est le responsable du Centre national de transfusion sanguine de l'époque, a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis. Ouais. Michel Garetta, 4 ans de prison ferme. Ouais. Jacques Roux, directeur général de la santé, 3 ans de prison avec sursis. Ouais. Et enfin, Robert Netter, directeur du laboratoire national de la santé, relaxé. Super. Deuxièmement, le procès des ministres, en 99.
Laurent Fabius, qui était Premier ministre à cette époque, et qui avait toutes les clés en main, mais qui a fait traîner le dépistage pour des raisons de lobbying, de calendrier, hein, et puis de labo, relaxé. Georgina Dufoy, ancienne ministre des Affaires sociales, qui a carrément freiné la mise en place de ce dépistage et qui a freiné aussi la fin du remboursement des produits non chauffés, relaxé. Et enfin, Edmond Hervé, ancien secrétaire d'État à la santé, qui lui a semble-t-il pris pour les autres. Alors lui, il a été condamné, mais dispensé de peine, au motif qu'il avait, je cite, été soumis avant jugement à des appréciations souvent excessives. Voilà. C'est de la faute de personne. Ah si, lui là, c'est un peu sa faute, mais on va pas le condamner, hein, parce que, voilà, la séance est levée. Et pour finir, les dernières procédures contre les conseillers ministériels et puis d'autres médecins se sont terminées en 2003 par un non-lieu général. Et les victimes et les familles des victimes, voilà. Non mais concrètement, c'est ça, hein. La formule qui illustre le mieux cette affaire et puis la parodie de justice qui en a suivi, c'est la déclaration de Georgina Dufoy, l'ancienne ministre aux Affaires sociales, qui a déclaré « Je me sens responsable, mais pas coupable ». Mais j'invente même pas, hein. Elle a vraiment dit ça. Et ça a donné l'origine de ce sketch des inconnus. Responsable, mais pas coupable. Franchement, celle-là, fallait la sortir. Voilà donc pour cette affaire de sang contaminé. Ah non, j'oubliais un truc important, un petit détail. Vous vous souvenez du sang non chauffé qui restait en stock, hein, 34 millions de francs, il fallait bien en faire quelque chose, je vous l'ai dit. Eh ben, le laboratoire Mérieux s'en est chargé, tiens. Il a tout refourgué à des pays étrangers. En Tunisie, en Libye, en Iran, en Irak, en Grèce et puis dans d'autres pays. Résultat, au minimum, 1000 enfants morts du sida. Et après toute une série de plaintes, parce qu'il y a eu des plaintes étrangères contre le laboratoire Mérieux, contre l'État, après toute une série de plaintes, soit le labo a acheté le silence des victimes en les indemnisant, soit les poursuites n'ont débouché sur rien. Rien du tout. Ah si, la Cour d'appel de Lyon a constaté, lors de l'un de ses procès, que, je cite, l'Institut Mérieux avait connaissance, dès le mois d'avril 1985 au plus tard, des risques élevés de contamination inhérents à l'absence de chauffage du produit. Bah très bien. Ils avaient connaissance des risques, ils l'ont quand même vendu. Donc condamnation. Ah ben non. Rien. Responsable, mais pas coupable. Je suis un bel enfoiré, n'est-ce pas ? Une belle ordure, comme on dit dans le jargon politique. Mais croyez-moi, il n'y en a pas tant qui osent le dire. Croyez-moi. Mais c'est ce qu'on voulait savoir.